Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Abordons aujourd'hui les relations entre collectivités et associations, qui est un sujet immense, mais dont on va survoler ensemble les grandes bases. D'abord, quelques principes généraux. La collectivité ne peut agir que dans le cadre de ses compétences. Et donc, il y a un certain nombre de cas où des aides à des associations ont été annulées parce que la collectivité sortait de son champ de compétences. Je sais pas, moi, le conseil départemental du Rhône avait vu une de ses subventions annulée à un équipage du Paris-Dakar, faute de compétences, etc., etc. Donc, on a toujours besoin de rester dans le cadre de son intérêt public local. Dans le cas, par exemple, des subventions aux associations de grévistes, on a du coup des distinctions subtiles. Aider les associations de grévistes, non. Donner une aide sociale aux familles de grévistes, oui, pourquoi pas. Faire de la coopération décentralisée, c'est le nom qu'on donne à la coopération avec des pays à l'étranger, c'est un faux ami. Eh bien, oui, mais intervenir dans des litiges internationaux, aujourd'hui en Arménie, hier au Nicaragua ou pendant la guerre d'Espagne, non. On aboutit à, du coup, des subtilités qui deviennent d'une grande complexité quand il s'agit, par exemple, des questions de laïcité. Autre élément, la collectivité publique ne peut pas donner à une association la mission même de concevoir le service public. Ça peut donner lieu à des choses auxquelles on pourrait ne pas s'attendre. Par exemple, des départements peuvent se réunir en association pour réfléchir à l'évolution de leurs archives, mais ils ne peuvent pas à cette occasion faire un cahier des charges type qui serait ensuite utilisé dans les marchés. Sinon, ça peut même entraîner l'illégalité de ces marchés. Il en résulte donc que l'association peut aider la collectivité publique, elle peut gérer par délégation des services publics après subventionnement ou contrat de délégation de services publics, ça, c'est une autre question. Mais elle ne pourra pas concevoir la mission, ce qui, par exemple, dans le cas d'aide aux entreprises pour des comités d'expansion, a donné lieu à des jurisprudences nuancées du Conseil d'État. Est-ce que l'association peut dire « Ah, moi, ma subvention, j'y ai droit ». Une subvention n'est jamais indue. On n'a jamais le droit d'avoir une subvention en 2023 parce qu'on en a une en 2022. C'est comme ça. Mais si la collectivité s'est engagée à donner la subvention, ça peut devenir indu, même quand l'engagement est illégal, au moins en termes d'indemnisation de l'association. Je fais une promesse. Bah, ta subvention, tu l'auras. Celui qui fait la promesse sera, par exemple, le maire. Bah, il n'a pas le droit de s'engager à ça, le maire, parce que c'est le conseil municipal qui va décider des subventions. Mais parce que on aura cru dans la parole du maire, l'association va recruter quelqu'un, eh bien, on peut avoir le coût du licenciement de cette personne parce que finalement on n'a pas la subvention à la charge de la commune, en tout ou partie, parce qu'on a cru. Donc, est-ce que j'ai droit à une subvention? Non. Une fois que j'ai accordé la subvention, oui, j'y ai droit, sous réserve de respecter les conditions de ce subventionnement. Mais dans certains cas, des promesses de subvention illégales ont pu entraîner une obligation d'indemnisation de la part de la collectivité. Autre question. Une fois qu'une subvention est dans le budget, est-ce que c'est indu? Réponse, non, pas vraiment. Il faut bien un acte en plus du budget pour accorder la subvention. Et quid des conventions pluriannuelles? Les conventions pluriannuelles peuvent être légales dans certains cas, pas dans d'autres. Attention. Autre élément, il y a l'obligation pour la collectivité de respecter un minimum de principes d'égalité devant le service public. Ça ne veut pas dire que toutes les communes doivent aider de la même manière les associations, et ça ne veut pas dire que les associations aidées par une même commune doivent toutes recevoir la même somme. Mais le juge va examiner que l'on respecte bien quand même quelques grands principes. Par exemple, dans l'arrêt Fréquenlin, une commune, le Val-Perret, avait donné une salle à une association de tir et pas une autre qui avait 3 fois moins d'adhérents. Le juge, Conseil d'État, a annulé cette décision, imposant un minimum de proportionnalité d'application du principe d'égalité à cette occurrence. Il y a aussi des règles à connaître en matière de transparence financière et administrative. Alors c'est compliqué, parce que toute association reçue d'une subvention doit avoir un contrôle, mais ce contrôle va jusqu'où? Accéder aux pièces comptables et budgétaires, oui. Demander la liste nominative des membres de l'association, non. La liste des personnes aidées,
Non. Donc on se retrouve avec une jurisprudence un peu compliquée à manier à cette occasion. Attention donc. Et puis, à partir de 23 000 €, il y a l'obligation de toute manière de faire une convention d'objectif. Et là, attention. Très souvent, on se dit, ouais, c'est de l'argent public, donc il faut que je sois très précis dans ma convention d'objectif. C'est pas si simple. Si je suis précis dans les objectifs qu'on va fixer ensemble, le contrôle a posteriori de ce qui sera fait, oui, pourquoi pas. Si ça commence à ressembler à l'équivalent d'un cahier des charges de marché public, alors c'est plus des objectifs, et il y a même un risque de requalification en marché public. Attention. Et puis, il y a des tas de régimes à connaître sur la mise à disposition de locaux, avec des règles de prudence dans la rédaction de ces contrats, une ventilation de compétences entre conseil municipal et maire qui n'est pas toujours bien maîtrisée, des règles d'expulsion qui ne sont pas si simples que ça. Donc, attention, il y a toute une série de régimes, par exemple sur les édifices cultuels et autres, qui est à connaître. Le régime de mise à disposition d'agents est une autre aide possible qui a ses propres contraintes et avec une gratuité qui n'est plus si simple qu'il y a une dizaine d'années. Donc attention, là aussi, à justifier bien de l'intérêt général justifiant d'une éventuelle gratuité à cette occasion. Le problème que l'on a avec les associations dans le monde public, c'est que pour l'essentiel, on a des élus qui s'investissent dans le champ public et pour eux, être militant associatif ou siéger à la commune, c'est le même engagement pour autrui. C'est très sympathique, mais c'est pas comme ça que ça peut marcher en droit. Le juge exige que l'on n'ait pas de double casquette. Les doubles casquettes portent le chapeau. On ne peut pas être côté association et côté public en mélangeant les genres. Donc il faut que soit l'association cesse d'exister et on la rapatrie dans le giron communal, ou départemental ou régional, ou intercommunal, soit elle est autonome, et là je pourrais l'aider, mais sans trop la contrôler de l'intérieur, sinon il y a toute une série de difficultés. Donc en clair, les atterrissages possibles de vos relations avec les associations vont être soit une association qui cesse d'exister et que je reprends, soit une association autonome, réellement autonome, mais que je contrôle après coup et que j'aide, soit à la limite carrément une association qui sera prestataire de services en marché public ou délégation de service public ou autre. Donc les confusions des genres héritées du passé sont dangereuses. Si l'association n'est pas assez autonome, il y a d'abord un risque qui est la gestion de faits. Ça sera un peu compliqué d'entrer dans les détails de ce qu'est la gestion de faits. Mais retenez que les maniements d'argent par l'association sont des maniements qui doivent être autonomes. Quand un élu reçoit son indemnité de fonction, quand un agent reçoit son traitement, c'est de l'argent public quand ça sort de la caisse publique, mais quand ça arrive sur le compte en banque, c'est de l'argent privé. Tout va bien, on le manipule comme on veut. Oui, mais si l'association est encore en fait l'administration déguisée en personne privée, si c'est le faux nez de l'administration, alors l'association va être considérée par le juge comme étant encore en réalité pour de vrai une personne publique. Ces maniements financiers vont être considérés comme publics et pourtant ils n'ont pas transité par la séparation que l'on a entre l'ordonnateur et le comptable, entre le maire, président de conseil départemental, régional et autres, et l'ordonnateur. Donc, on va avoir le juge financier, chambre régionale des comptes pour l'essentiel, qui va dire « mais attendez, finalement, votre truc là, c'est encore des maniements de fonds publics, donc on va vous juger ». C'est un problème qui est juridiquement un problème comptable, mais dans la presse, tout le monde va être persuadé que c'est un truc crapuleux. Donc il faut absolument éviter la gestion de faits, surtout que ça peut avoir des conséquences assez embêtantes. L'association doit être autonome pour éviter un premier danger qui est la gestion de faits. Mais la confusion des genres peut conduire aussi à ce qu'une association trop contrôlée, non pas de l'intérieur, mais par une convention d'objectifs qui en réalité lui dit trop précisément ce qu'on doit faire, peut se revoir cette relation requalifiée en marché public. Et là aussi, ça peut entraîner un risque pénal, cette fois-ci, de favoritisme. Et les élus qui sont trop des deux côtés, côté public et côté associatif, qui se contrôlent eux-mêmes, si vous voulez, peuvent se retrouver dans une autre situation qui est la prise illégale d'intérêt. Ces éléments-là sont tout à fait des dangers réels à ne pas sous-estimer. Abordons rapidement la question de la frontière
entre marché public et subventionnement. Première règle, la convention d'objectifs doit bien porter sur des objectifs et ne pas ressembler à un cahier des charges de marché public. Bien. Deuxième chose, on se pose quelques questions de base. Est-ce que l'association est porteuse dès le début du projet à financer? Et est-ce qu'elle gère un service public ou effectue des prestations pour la collectivité? Éventuellement une troisième question qui est est-ce que je suis dans un domaine qui est couvert ou pas par le champ concurrentiel? Mais attention, car la réponse à cette question n'est pas si simple. Une fois qu'on se pose ces trois questions, on aboutit à la grille de lecture que voici, qui permet à peu près de fixer une frontière entre marché public ou délégation de service public et subventionnement. Autre danger à avoir à l'esprit, la prise illégale d'intérêt. Il ne peut pas être bâti un régime de relation avec l'association où un élu ou un cadre territorial sera des deux côtés de la barrière. Ça peut être illégal et ça peut entraîner une sanction pénale. Donc, si je prends par exemple le cas d'un adjoint au maire, il ne peut pas être en même temps président ou trésorier de l'association. C'est comme ça. C'est du pénal, bien souvent. Je sais que ça se fait dans presque toutes les communes, mais c'est dangereux. Et la prise illégale d'intérêt est aujourd'hui la première cause de mise en examen des élus. Il faut le savoir, même si personne n'a rien gagné, personne n'a mis d'argent dans sa poche. La sécurité juridique minimale impose donc de ne pas être adjoint dans un domaine où on va contrôler des subventions d'une association dont on est président ou trésorier. Il va falloir soit cesser d'œuvrer côté association, on peut être simple membre de l'association, mais pas dans les instances dirigeantes. On peut être le adjoint en sport et avoir ses enfants qui font du foot dans une association de foot. Mais on va pas en plus être président ou trésorier de l'association de foot. Non, c'est dangereux, on le fait plus. Et autre possibilité, on va retravailler sur les délégations données à l'adjoint par le maire pour que cet élu ne contrôle pas ce qui se passe. Et attention, l'élu sortira également de la salle quand le conseil municipal abordera les questions qui concernent ce sujet. Si j'ai une association qui manque d'autonomie au regard pour l'essentiel de son objet, de son organisation, de son fonctionnement, j'ai la possibilité soit de la rendre plus autonome, soit de la remunicipaliser, la municipaliser. Et depuis 2005, les règles sont assez connues maintenant pour reprendre le personnel correspondant. On a différentes autres solutions, par exemple transformer l'association en SPL dans certains cas, etc., etc. Dans certains cas, on donne de l'argent à l'association et puis finalement, non, on veut très très précisément contrôler ce qu'on va faire au quotidien sans pour autant remunicipaliser. Et bien dans ces cas-là, parfois il faut assumer que l'on va passer à un marché public ou une DSP avec des vraies mises en concurrence. Mais évidemment, les associations ne le vivent pas très bien. Donc, le champ des possibles est immense, mais avec des catégories précises. Et quand on commence à s'en mêler les pinceaux et mélanger les genres, on peut se retrouver avec des risques juridiques conséquents qui assez souvent sont même du pénal. Loin de ce qu'est la pratique, oui, je sais, mais quand on se retrouve rattrapé par la patrouille, rattrapé par les juges, on se retrouve bien malheureux. Donc cette clarification est importante. Et puis cette clarification, elle est utile. Oui, je sais, quand on est, y compris en campagne électorale, on est quand même bien content de récupérer la sympathie des militants de telle association en ayant leur président parmi les colistiers, etc., etc. Oui, je sais. Mais une fois qu'on est à la mairie, combien d'associations se retrouvent-elles à mal gérer leurs effectifs, leurs finances, à ne pas avoir toujours l'efficacité qu'il faudrait, en se disant « Bon, si on a un problème, on demandera plus de sous à la commune. » Qui pourra pas nous refuser ? Puisque justement on a entretenu une certaine confusion et que la commune, c'est l'adjoint au maire, c'est notre président, c'est notre trésorier. Ce mélange des genres, il n'est pas seulement problématique en droit administratif, il n'est pas seulement problématique en droit pénal, il est aussi problématique en termes gestionnaires. Donc, très souvent, je vois des collectivités locales qui, bon gré, mal gré, clarifient ces relations juridiques, ce qui est indispensable. Et puis, 1 an, 2 ans après, quel soulagement pour elle que de pouvoir dire à telle ou telle association, bah non, je te donnerai un petit peu moins de subventions, ou je te les donnerai, mais si toi tu clarifies telle et telle chose qui dysfonctionne chez toi. Ce qu'on n'osait pas dire avant. Voilà. Cette vidéo est plus longue que d'habitude
parce qu'elle avait pour ambition d'être un petit tour d'horizon de sujets juridiques et gestionnaires qui, vous le voyez, sont d'une assez grande complexité. Merci d'avoir été avec nous pendant cette vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos cabinet Lando Associés. Merci, au revoir. Pensez à vous abonner. À bientôt.